parle très peu en Europe de la question migratoire en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Parce qu'on est focalisé sur l'immigration européenne, mais on a un phénomène grave avec 40 000 disparus au Mexique, comme on a des disparus en Méditerranée ou dans le Sahara. Et en fait, c'est le résultat de la politique de Trump qui externalise aussi ses frontières sur le Mexique. On se moque beaucoup de Trump en Europe, mais en Union européenne a exactement la même méthode, la même stratégie. Quel est ton regard, toi, sur ces flux migratoires sud-américains et sur le parallèle éventuel avec l'Europe? Ce qui s'est passé, c'est aussi beaucoup les conséquences et l'échec de pas mal des projets des gouvernements. Tu vois, par exemple, les grands exodes de Venezuela est dû quand même, que ça plaise ou ça déplaise, à l'échec de la politique de Chavez et de Maduro maintenant. Il y a des gens de Nicaragua qui fuient le Nicaragua. Donc il y a une nouvelle migration aujourd'hui, un nouveau processus migratoire qui n'est plus vers le nord comme avant, vers les États-Unis simplement. C'est quand même un tout petit peu une sorte de désespoir aussi local, donc qui fait qu'on sent qu'on ne peut plus. Et si tu veux, pour faire un tout petit peu historique, non, en fait, autour de l'an 2000, on a connu, 1990, à partir de 1990, on a connu le développement des processus de contre-pouvoir très forts en Amérique latine. Les Santer au Brésil et ailleurs, les zapatistes au Chiapas, les insurrections en Argentine. Donc il y a eu un grand mouvement de contre-pouvoir très fort qui n'a pas abouti, n'a pas réussi à donner une forme de gestion de ça. Il n'y a pas eu, ça n'a pas émergé une gestion. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gauches, même les gauches très radicales, ils ont pris le gouvernement dans une forme plus ou moins classique. Donc on peut dire que d'un côté il y a eu un pari à la politique horizontale très fort qui n'a pas abouti à donner des formes des gouvernements. Et après, bon, tout à fait de l'autre côté, il y a eu des gauches au pouvoir qui sont faits comme toujours, c'est-à-dire ils ont dit maintenant c'est nous, on est au gouvernement, c'est nous de faire, et ils ont tous échoué. La vérité, ils ont tous échoué. Ils ont échoué en Argentine de Kirchner, ils ont échoué au Brésil de Lula, ils ont échoué au Chili. Bon, alors on peut toujours dire on a échoué, c'est la faute aux Américains. Mais le problème, c'est que quand chez nous on dit on a échoué, c'est la faute aux Américains, c'est une connerie de dire ça. Parce que comme tu n'as pas tenu compte des Américains quand tu faisais ton processus, tu comprends? C'est-à-dire qu'à vrai dire, on n'a pas le droit de dire c'est la faute aux Américains. Parce que c'est comme un médecin qui dit j'ai échoué dans mon opération, c'est la faute à la maladie. Mais comment? Si tu faisais l'opération, c'est pour ça. C'est-à-dire que c'est inadmissible qu'on découvre, après la prise de pouvoir, après gagner les élections, c'est inadmissible qu'on découvre qu'il y avait des Américains. Puisque justement, on avait fait tout ça parce qu'il y avait des Américains. Ouais. Alors, il y a un échec total donc de la politique horizontale, de la politique verticale. Et cet échec-là produit un nouvel mode de migration qui sont les Boliviens qui viennent chez nous, les Paraguayens, les Vénézuéliens en masse. Et ceci est accompagné d'un processus parallèle donc avec l'Europe, qui est un processus de développement de relativisme culturel. C'est-à-dire chacun chez soi, tout le monde se ferme avec des discours très, très durs, identitaires, non? Si ils sont stupides et cons, chez nous c'est délirant. C'est-à-dire ces discours sur l'identité, qu'est-ce que c'est être argentin? Alors s'il y a une seule façon d'être argentin, c'est être un mélange, un métissage, n'est-ce pas? Alors moi, effectivement, ce qui se passe en Amérique latine, c'est un nouveau processus migratoire très très dur. S'il est parallèle avec ce qui se passe ici, c'est cet horizon bouché, qui est un horizon bouché, effectivement, c'est une vraie époque obscure. Et dans cette époque obscure, effectivement, tous les politiciens des gauches, des droites, d'extrême droite, qui parlent d'identité, de sécurité,
ils ont le boulot facile, n'est-ce pas? Alors voilà, malheureusement, on est dans une réalité très similaire, mais parce que les grands problèmes du monde, cet horizon bouché pour tout le monde, n'est-ce pas, font les lits pour tous les merdes identitaires, quoi. Et avec, tout à l'heure on parlait des endroits les plus riches du monde, c'est l'Europe et c'est l'Amérique, et on a des flux migratoires qui vont des régions périphériques vers ces centres économiques. Chez nous, c'est pas vrai. Parce que chez nous, au contraire, en Amérique latine, être un pays riche est un malheur. Tu vois, c'est-à-dire le Venezuela, il est richissime avec le pétrole. Le Brésil est richissime. La Bolivie, il a des trésors, tu vois, des matières premières terribles. Et le problème, c'est que chez nous, au contraire, chez nous, être un pays riche est un danger terrible. Tu vois, les Costa Rica, tout le monde les fout la paix. Il n'y a pas grand-chose au Costa Rica, tu vois. Et alors, effectivement, si tu veux, le problème, c'est qu'on n'arrive pas aujourd'hui en Amérique latine à sortir de ce désespoir comme ça, et ce désespoir comme ça, il est profité par des mecs comme, voilà, tu vois, nostalgique de l'extrême droite, de la dictature brésilien qui va devenir président, n'est-ce pas? Chez nous, c'est pas on migre des pays pauvres vers les pays riches. Chez nous, oui, vraiment. C'est comme la situation au Mexique avec le mur de Trump. Si, mais le Mexique, il n'y a aucune raison structurelle pour que le Mexique soit un pays pauvre, tu comprends? C'est-à-dire que le Mexique est un pays richissime en matière première. Tu vois? Oui, mais comme l'Afrique, En Afrique, il y a des pays qui se désertifient, que la désertification est une réalité. Tu vois, il y a des régions dans lesquelles les familles ont du mal à maintenir tous les enfants. Tu vois, chez nous, c'est vraiment la folie absolue de la macropolitique néolibérale. Qui peut comprendre, qui ne soit pas Barjot, tu vois, peut comprendre que le Brésil, il y a 10 ans, était la 4e ou 5e grande puissance émergente, et qu'aujourd'hui, à nouveau, est un pays pauvre. Quoi? Il n'y a plus de forêts, il n'y a plus de mines, il n'y a plus de vaches. Qu'est-ce qu'il n'y a plus? Qu'est-ce qui a disparu au Brésil? Rien n'a disparu. Sauf que la macroéconomie aujourd'hui est un système autoréférentiel qui s'en fout absolument du vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est entré dans la post-démocratie totale. C'est-à-dire que les démocraties sont dirigées par des dictats qui émergent des machines big data qui décident par quel côté il faut que les capitaux aillent ou se retirent. Et les hommes politiques sont devenus juste des serveurs des big data qui obéissent à cette dictate-là, dans laquelle on dit cette région-là, il faut désinvestir, ou il va investir là. Quand on dit ressources humaines, n'est-ce pas, l'humain est devenu une ressource comme les autres, sauf que moins cher. Parce que les humains, contrairement aux autres animaux, ce sont les seuls animaux si cons que pire ça va, plus ils se reproduisent. Les autres, ils font la sagesse que quand ça va mal, ils se reproduisent un peu moins, n'est-ce pas? Alors, la vérité, c'est qu'on est dans une sorte de post-démocratie qui donne quelque chose d'incompréhensible d'un point de vue humain, qui est, par exemple, ça. Qu'est-ce qui s'est passé matériellement dans la matérialité du Brésil en 10 ans pour qu'être une puissance émergente devienne une merde submergée, tu vois? Ça, on ne peut pas les comprendre. Parce que est-ce qu'on ne peut pas simplement comprendre, alors peut-être c'est un raccourci, moi je ne connais pas exactement la situation socio-géopolitique, mais il y a quand même eu, dans les 10 années, il y a eu Lula. Dont on peut dire beaucoup de choses, mais qui a quand même réussi à réduire de façon significative la pauvreté, les inégalités. C'est comme à un moment donné, l'économie mondiale a pu désinvestir au Chili ou en Argentine. Là, c'était le tour du Brésil pour générer ce qu'on a aujourd'hui. Si, ça je comprends, mais c'est ça la folie de la macroéconomie, tu comprends? C'est-à-dire que si toi, chez toi, tu as les frigos pleins
et tu as des amis qui te donnent de la bouffe régulièrement, tu vois. Comment ça se fait qu'un jour, tu es quelqu'un qui a les frigos pleins et le lendemain, on dit « Ah, il est très pauvre ». Tu vois, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait vider ton frigo? Tu vois, matériellement, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai qu'en Argentine, les Kirchner, ils sont répartis dessous. Et les pauvres, ils ont vécu beaucoup moins mal. Les salaires pour chefs de famille, pour hommes ou femmes chefs de famille, c'est-à-dire qu'il y a eu une répartition dessous. Oui, moi je mais il n'y a pensais pas plus eu... au désinvestissement par rapport à la dévaluation, qui était une forme de désinvestissement. Enfin, si. Il y a eu une répartition, il y a eu quand même effectivement, si tu veux, des politiques chez nous très suicidaires dans le sens de tout OGM, ou l'extractivisme à tout prendre, n'est-ce pas? Et donc, ce que je veux dire, c'est que les gouvernements progressistes, ils n'ont pas touché à la structure sociale. Ils sont répartis. Tu vois, par exemple, Kirchner a réparti des sous qui venaient de la soja, par exemple. Et Chavez a réparti un peu de sous qui venaient du pétrole. Mais la vérité, c'est que malheureusement, aucun de ces gouvernements de gauche, même de gauche extrême, a touché à la structure productive. Donc, en ne touchant pas à la structure productive, il reste absolument lié, intimement lié au diktat des fonds monétaires internationaux. Tu vois, il ne développe aucune autonomie comme pour pouvoir rivaliser un tout petit peu avec le diktat du fonds monétaire. C'est-à-dire, il reste dans le même fonctionnement, sauf qu'ils répartissent un peu dessous. Alors pour les gens, c'est parfait, les temps qu'on répartisse, mais dans une fragilité totale. Merci.